Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur LCI et bienvenue dans votre grand dossier. L'Iran dément toute reprise des négociations avec les États-Unis. Malgré la décision de Trump de suspendre ses frappes, le président américain avait pourtant évoqué hier soir une reprise des discussions. Est-il encore crédible, Donald Trump? Ses alliés dans la région font pression sur lui pour le faire changer d'avis. Personne ne comprend ces successions de déclarations erratiques. On verra ce qu'il reste de sa crédibilité. Et puis l'administration américaine semble se recentrer sur Cuba. Est-ce pour mieux faire oublier Hormuz? On fera un point sur la situation. Iran, Trump est-il hors jeu? C'est votre grand dossier ce soir. Nous ne négocions pas avec les États-Unis en ce moment. Nous négocions avec Oman pour sécuriser un passage dans le détroit d'Ormuz. Voilà, l'Iran et Oman qui seraient donc en train de se mettre d'accord sur un nouvel itinéraire de transit des navires dans ce détroit d'Ormuz. Margot Perry, vous êtes dans la région de Doha. Que sait-on de ce plan entre l'Iran et Oman? Eh bien, le ministre iranien des Affaires étrangères affirme en être aux phases finales de discussion avec Oman. Ce qu'il faut bien comprendre ici dans la région, c'est la géographie du détroit d'Ormuz. Il est bordé au nord par l'Iran, au sud par Oman. Et depuis la reprise des hostilités début juillet, une seule voie de passage est autorisée par les gardiens de la révolution qui affirment toujours contrôler et verrouiller ce détroit. C'est la voie qui longe les côtes iraniennes, bien loin donc d'Oman et des pétroliers qui avaient emprunté cette voie ces derniers jours et qui ont été ciblés. Alors, que donneront ces négociations ici? Forcément, montée des tensions, oui ou non, avec les déclarations de part et d'autre. On se pose la question, mais les deux parties affirment vouloir jouer, aller vers vouloir trouver une voie qui correspondrait aux deux parties. Merci beaucoup, merci Margot Perry en direct de Doha pour LCI. Je salue Marc Semo qui nous a rejoint. Bonjour Marc. Bonjour. Journaliste spécialisé dans les questions internationales, collaborateur au Monde et à Challenge. Le colonel Père de Jong est toujours avec nous. Rebonjour colonel, et Hélène Bonnet aussi. Marc, on va regarder la carte des voies de navigation en ce moment dans le détroit d'Ormuz, voie iranienne, la route aussi omanaise. Sur quoi peuvent-ils se mettre d'accord les Iraniens et Oman avec ces tractations qui ont lieu actuellement? Toute l'idée des Iraniens, c'est d'un côté obtenir, et ils ne l'obtiendront pas, le fait qu'ils contrôlent le détroit. L'autre aspect, c'est de pouvoir rentabiliser le détroit. Le détroit, il est là, géographiquement, il est à eux, leur pouvoir de nuisance, ils l'ont démontré. Mm-hmm. Mais ce qu'ils aimeraient, c'est pouvoir rentabiliser au maximum le détroit. Donc c'est faire de l'argent, c'est ça? Faire de l'argent et obtenir des droits de passage. Ce qui est absolument illégal au regard du droit international, du droit de la mer. En revanche, ce qui est possible, c'est des frais techniques. Alors on joue sur les mots, mais c'est parce qu'il y aurait des problèmes de navigation, ce qui est un peu forcé la dose, parce qu'il y a ça par exemple sur le Bosphore, mais c'est parce que le Bosphore passe au milieu d'une ville de 15 millions d'habitants et une explosion d'un pétrolier serait une catastrophe, un accident. En revanche, Oman, le détroit d'Ormuz, c'est 30 km. Mais c'est quoi des frais techniques, Marc? Ça ferait, on peut trouver de multiples prétextes, et l'idée, c'est de faire ça en commun avec Oman. Mm-hmm. Ça a été évoqué. À un moment, Donald Trump a même dit que les États-Unis pourraient en être. Ensuite, il a démenti, parce que c'était encore une des tirades de Donald Trump un peu ridicule. Et c'est là-dessus, et c'est un peu une question pour tout le monde de sauver la face. Les Iraniens de dire, regardez, voilà, Hormuz est à nous, la preuve, à chaque passage on touche de l'argent. En même temps, les hommes et les Américains peuvent dire non, le détroit a été réouvert, il y a un accord aussi avec Oman, et il y a des frais techniques de passage, et ce qui permettrait à Donald Trump de sauver la face, et éventuellement de passer aux autres points du protocole d'accord du 17 juin, qui sont quand même les plus compliqués, qui ne sont pas censés être résolus là, mais on ouvre des négociations pour, à commencer par le nucléaire. C'est d'ailleurs, je terminerai là-dessus, ce qu'il a dit dans le message qu'il a envoyé en majuscule, en disant, voilà, on règle la question de la liberté de circulation à Hormuz et on passe maintenant au nucléaire. Alors on va écouter Donald Trump, ses mots, sa dernière déclaration, c'était donc la nuit dernière à bord d'Air Force One.
Nous étions fin prêts à passer à l'action, mais quand les Alliés demandent d'annuler l'opération, il faut en quelque sorte se dire « bon, voyons voir ». Et la raison pour laquelle ils l'ont demandé, je pense, c'est qu'il y a un accord. Il y a un accord sur Hormuz, puis il y a un accord sur le nucléaire, ou ce que vous pourriez appeler la dénucléarisation de l'Iran. Bien sûr qu'ils ne veulent pas être attaqués. Ils connaissaient l'ampleur de cette attaque car ils la voyaient prendre forme. Que va-t-il se passer maintenant ? Ce que l'on fait maintenant, c'est parler avec eux sous la forme d'une négociation. Cela commence cet après-midi. Hélène, quand on l'écoute dire qu'on va commencer cet après-midi des négociations avec l'Iran, que dans la foulée, l'Iran dit mais non, on ne parle pas du tout avec les Américains, on peut avoir l'impression que l'Iran parle avec Oman, mais les États-Unis hors jeu. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Non, mais en fait, ce qui se passe en coulisses, c'est qu'il y a des intermédiaires, des médiateurs. Donc, il faut pas imaginer une rencontre là cet après-midi avec des Américains, des Iraniens autour de la table, d'un seul coup décider à parler en moins de 24 heures. Il faut déjà, si jamais il y a à nouveau des discussions en direct, tout ça s'organise. Faut trouver le lieu, faut définir de quoi on va parler, etc. Mais ce qui n'a jamais changé, c'est que il y a toute une diplomatie des pays de la région. Tout le monde s'appelle, se parle. Ces gens ont des contacts. Même quand la tension remonte, le fil des discussions n'est jamais totalement coupé. Donc là, Donald Trump s'avance peut-être un peu parce qu'il a aussi besoin de montrer que voilà, et de justifier aussi pourquoi il fait un pas en arrière sur. Il avait dit qu'il bombarderait, finalement il renonce. Et puis les Iraniens ont aussi une façade à conserver vis-à-vis de leur opinion publique, vis-à-vis de l'intérieur, et donc ne reconnaissent pas qu'il va y avoir des discussions, mais en coulisses tous ces gens discutent via des intermédiaires. En attendant, colonel, la situation, elle est comment ? Elle est complètement verrouillée sur ce détroit d'Ormuz, avec les très fortes perturbations aussi sur l'économie mondiale. Alors, il y a trois visions. La vision économique qu'on évoque à l'instant, on voit bien qu'aujourd'hui, compte tenu du fait que les Américains ont renoncé à bombarder, le cours du pétrole est plutôt stable. On est plutôt sur 83, 84 $ le baril. Il était à 90 il y a quelques jours. Donc il y a une baisse sensible du prix du baril. Donc là, c'est un élément relativement important. Ça, c'est l'aspect économique. L'aspect politique, mais en fait, on voit bien que Trump, il est sous pression de ses alliés, puisque on les connaît pas. C'est le Qatar, c'est le Pakistan, c'est l'Arabie Saoudite. Il y a on sent qu'il a eu toute une série d'impulsions, d'autant que ces gens-là ne parlent pas tous les uns avec les autres toute la journée. Je veux dire, ça communique, mais en tout cas, donc c'est assez complexe. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, il y a l'aspect militaire, qui est un aspect là, c'est incroyable, parce que je me mets à la place de Brad Cooper, qui est le patron du CENTCOM, qui a planifié toutes ces opérations, on va vous montrer un truc entre 10 et 14 jours, un truc qui va vous régler le problème, et il le fait pas. Donc il a un problème les militaires ont un problème de fond, c'est que l'élastique qui a été tendu, au bout d'un moment, à force de le détendre, s'il n'est pas lâché, ça fonctionnera plus. Donc c'est très compliqué, parce que là il use les matériels, il use l'inventivité de son état-major. Donc tout ça, c'est pas très bon. Donc là, on sent qu'on est dans une queue de trajectoire. Je pense que Trump ne s'en rend pas compte. Je pense qu'il est sur un mode, vous voyez, il a des impulsions, des sensations, il sent des trucs, et donc il réagit comme ça du jour au lendemain. Mais une armée, c'est une armée énorme, l'armée américaine, avec d'énormes moyens. Vous vous rendez compte que Ben Gourion en Israël, c'est full. Il y a des avions partout, les stocks sont pleins. Comment vous faites ? Vous déclenchez pas une opération telle qu'elle était prévue, comme ça au doigt mouillé. Donc là, ça fait un petit peu amateur. Donc on est dans une période un petit peu étrange qui fait que les Américains sont dans une situation, je dirais, d'incertitude. Ils laissent un peu aux autres. Il a dit les alliés, ça discute, on va voir ce qui va se passer. Le problème de fond, c'est quoi ? C'est que l'Iran, aujourd'hui, se densifie. Chaque minute, chaque journée, il se densifie. On verra le résultat final. Vous verrez qu'autour d'Ormuz, il y aura un accord sur Hormuz. C'est eux qui vont contrôler Hormuz avec Oman, puisqu'en fait, c'est les deux riverains du détroit d'Ormuz, et quelque part, c'est eux qui vont être peut-être pas le leader, en tout cas, ils vont partager cette responsabilité avec la zone sud du Golfe Persique, peut-être l'Arabie Saoudite. Oui, mais est-ce que les États-Unis seront les dindons de la farce, ou est-ce que eux aussi peuvent trouver leur compte ? Alors, pour le moment, si on prend le protocole qui a été signé le 17 juin, c'est le pire accord qu'on puisse imaginer pour les États-Unis. Parce que le seul point concret, c'est Hormuz, qu'ils obtiennent sans obtenir, parce que la phrase est tellement mal formulée que on
arguant du texte du protocole d'accord, les Iraniens disent non, nous on contrôle le nord et on continue à contrôler les passages, ce qui montre d'ailleurs, entre parenthèses, l'importance d'avoir des diplomates éprouvés pour ce genre de négociations et non les amateurs que sont Jared Kushner et Witkoff. Mais pour le reste, c'est les Iraniens qui obtiennent à peu près tout ce qu'ils veulent. Alors le dégel des avoirs, alors on évoque une lointaine caisse de 300 milliards pour la reconstruction de l'Iran. Enfin, les Iraniens, globalement, sur tous les autres points, obtiennent à peu près tout ce qu'ils veulent, avec une seule question qui reste ouverte, qui est celle du nucléaire, qui est renvoyée à plus tard, parce qu'évidemment, ça prendra du temps pour être négocié. L'accord de Vienne, qui avait été déchiré par Donald Trump, ça avait été 2 ans et demi de négociations stricto sensu. En amont, il y a eu beaucoup plus de temps. Donc, pour le moment, les Américains ne sont pas les dindons de la farce, mais ils sont, en tout cas, quelque part, malgré tout, malgré leur puissance, et à cause de la carence de leadership politique, en l'occurrence Donald Trump, on ne peut pas dire qu'ils aient stratégiquement, ils ont perdu cette guerre pour le moment. Même si au niveau de leur puissance militaire elle-même, des bombardements sur l'Iran et tout, ils ont militairement emporté la chose. Alors on va écouter ce qui se dit à la télévision iranienne. Regardez. Je tiens également à vous signaler que ce chef de guerre terroriste américain vient à l'heure même de réitérer ses allégations concernant la réouverture du détroit. Ce qui a également une réponse très claire. Même si nous revenons 1000 fois sur ce point, le peuple iranien doit être certain que le détroit ne sera pas rouvert sans la participation de l'Iran. Colonel, vous disiez c'est incroyable. C'est incroyable d'en arriver là, parce qu'on voit bien que l'accord tel que ça vient d'être évoqué, c'est un accord qui est complètement déséquilibré. Évidemment, les Iraniens, je ne sais pas comment ils ont pu réussir ce coup-là. Et puis là, qu'est-ce qui se passe ? En fait, à la télévision, ils disent très concrètement que les Américains ne sont pas dans la boucle. Et ils font ce qu'ils veulent. C'est nous qui décidons. On parle avec Oman, de quoi ils parlent. Les Américains, c'est où les États-Unis ? Et Trump, qui sait, quoi. Ouais. Là, on est vraiment dans le domaine. Vous avez une non-reconnaissance. Si vous voulez, dans une guerre, vous avez toujours la reconnaissance de votre ennemi. Tout le monde sait que Montgomery avait la photo de Rommel sur son bureau et lycée de Versailles. Donc là, mais même pas la reconnaissance en face. Il dit non, on discute pas du tout. On parle avec d'autres. On parle avec des gens, avec Oman probablement, avec des gens sérieux, mais pas les Américains. Je serais américain, je me dis, je vais taper dedans, quoi. C'est un peu l'affichage télévisé. C'est aussi une propagande qui est extrêmement lourde. On a gagné la guerre, on a écrasé le grand Satan. Donc il y a cette propagande qui continue. Nous n'avons jamais été aussi forts. Nous avons développé des armes nouvelles absolument terribles. Nous avons utilisé chaque moment depuis le cessez-le-feu et l'accalmie des combats pour reconstituer nos défenses. Donc voilà, donc il y a toute une partie de propagande du régime iranien. Il ne faut pas oublier que l'Iran est dans une situation économique absolument terrible, que l'OTAN joue contre le régime, d'où le fait que sur beaucoup de choses, il paraît pressé malgré tout d'arriver lui aussi à un accord, parce qu'il y a cette bombe sociale. 2/3 de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. On a vu récemment, alors qu'il y avait des pendaisons tous les jours d'opposants, il y a il y a quelques jours des manifestations, ce qui est quand même incroyable compte tenu du contexte et de la pression, à la fois de la répression du régime et des bombes américaines. Donc le régime iranien, en réalité, plastronne énormément, mais il est profondément affaibli par ce qui s'est passé malgré tout ces derniers temps. Mais il essaye de transformer l'essai en utilisant fondamentalement le fait que Trump veut se sortir de ce bourbier au plus vite. Alors il y a la propagande iranienne effectivement, et puis il y a la méthode Trump, parce que ce week-end, Hélène, en lettres capitales sur Truth Social, Trump disait il y a une ouverture immédiate, complète et totale du détroit d'Ormuz, et on avait l'impression qu'il prenait ses rêves pour des réalités, et aujourd'hui on se rend compte que on n'en est pas là, quoi. Non, on n'en est pas là. Puis il parlait aussi du nucléaire, un accord bien sûr. Et sur cette question, pour l'instant, alors il y a peut-être des discussions aux coulisses qu'on ignore, mais en tout cas pour l'instant on n'a pas l'impression d'avoir avancé d'un point là-dessus. Donc oui, Donald Trump en fait il l'a fait à plusieurs reprises, mettre un coup de pression puis finalement faire marche arrière. Alors c'est sa méthode, c'est aussi une manière de communiquer auprès de son opinion publique. Il faut aussi comprendre ça, mais ça montre qu'il manque d'options en fait aujourd'hui pour faire pression sur l'Iran.
déterminant. Et d'ailleurs, ce matin, c'est CNN qui faisait savoir qu'un officier du CENTCOM avait envoyé un email pour essayer de demander de l'aide, en quelque sorte, aux militaires. Donc c'est un mail qui dit « Nous recherchons des moyens novateurs et non conventionnels de faire pression sur l'Iran et de le sanctionner », c'est-à-dire une sorte d'appel à une boîte à idées, etc., pour trouver une solution militaire. Sauf que la solution militaire, pour l'instant, on voit, elle n'existe pas. En tout cas, c'est pas ça qui va être complètement déterminant. Et donc ça montre bien qu'il y a une certaine improvisation côté américain, parce que Donald Trump cherche son point de pression et les Iraniens ont leur point de pression, c'est le détroit d'Ormuz. Colonel, on va aller voir ensemble les cartes, et notamment pour parler de cette base des gardiens de la Révolution, d'où partent les attaques contre les navires qui circulent dans le détroit d'Ormuz. C'est la base de Syrie. Elle est située, je crois, à l'est du passage. Oui, voilà, elle est à l'entrée du détroit d'Ormuz. En gros, la distance entre Syrik et Bandar Abbas, qui est au nord de l'île de Kesht, au nord, en gros 175 km. Par contre, la distance est extrêmement proche par rapport à Oman. Donc en fait, c'est à partir de ce port qu'il y a le cabotage, les liaisons commerciales avec des bateaux, les petits bateaux, etc. C'est entre Syrik, évidemment, et Oman. Donc en fait, c'est le port le plus proche. Petite ville de 5000 habitants, et on pense qu'une grande partie de la flotte moustique iranienne se situe là. Qu'est-ce qui fait penser ça, colonel ? Qu'est-ce qui fait penser ça ? Les Américains, ils ont des renseignements assez précis, puisqu'il y a toute une série d'incursions, d'opérations qui ont été menées à partir de Bandar Abbas, qui est au nord, 175 km, et à partir de Syrik. Syrik, c'est vraiment l'endroit idéal, parce que Bandar Abbas, c'est relativement loin. Pour redescendre, dans Hormuz, il y a de la distance. Là, il n'y a rien. Vous avez 100 km. Donc là, en gros, 20, 30, 40 km, on est sur zone. Donc, je dirais, c'est idéal. Maintenant, le problème de l'Iran, c'est quoi ? C'est le relief qui est là. Ce qui veut dire que cette côte, vous avez un petit port qui est relativement récent, je crois que c'est une vingtaine d'années, donc c'est un petit port de cabotage, je dirais de la plaisance, pourquoi pas, de la pêche en tout cas. Donc vous avez un petit port qui est là, et en fait qui est encastré dans cette espèce de relief complètement incroyable. Vous savez, vous avez au nord de Bandar Abbas, vous avez, ça culmine à 2500 mètres. Donc c'est une montagne absolument incroyable. Donc là c'est un peu plus bas, mais ça reste quand même relativement haut. Ce qui veut dire que cette côte, elle est compliquée. Les Américains ont du renseignement, une partie de la flotte moustique se situe là, comme dans toute une série de petits ports. Alors évidemment, dissimulés avec les bateaux de pêche, parce que la flotte moustique, c'est quoi ? C'est des bateaux qui font entre, je dirais, 5 et 20 mètres, pour faire court, avec toute une série d'armements à bord. Vous avez des missiles, des torpilles, vous avez évidemment des mitrailleuses, donc, et puis ça s'en servir. Très rapide. Et puis très rapide, alors on parle de vitesse de 50 nœuds, 60 nœuds, donc 100, 120 km/h, ce qui est considérable. Quand les gros bateaux, un gros bateau, ça va à 20 ou 30 ou 40 nœuds grand maximum. Donc les bateaux extrêmement rapides, il y en a beaucoup. Là, c'est aussi on ne sait pas combien il y a de missiles, on ne sait pas combien il y a de ce genre de bateaux. Donc on peut imaginer qu'à Syrik, il y en a un certain nombre, avec des capacités d'action extrêmement rapides. Ce qui veut dire quoi ? Les Américains sont extrêmement gênés, parce que en fait, le problème, c'est qu'ils savent qu'il y a des bateaux, mais ils savent pas où ils sont, puisqu'ils sont encastrés dans les criques, ils sont protégés dans les tunnels, ils sont mélangés avec la flotte de pêche. Tout ça, c'est extrêmement compliqué. Donc aujourd'hui, malgré des frappes régulières, les Américains n'ont pas réussi très concrètement à limiter, en tout cas à bloquer cette menace potentielle sur les bateaux qui passent à Hormuz. Parce que évidemment, ils ont déjà tenté de cibler Syrik. Alors les Américains ont tenté. Alors dans une deuxième phase, dans la première phase, rappelons-nous, ils ont bombardé l'ensemble de l'Iran, et particulièrement les objectifs les rampes de missiles, les rampes de drones, évidemment les installations nucléaires. Ça, c'était un petit peu écarté. Par contre, depuis à peu près un mois, on voit que les Américains ont ciblé pour contrôler Hormuz, ont commencé à cibler sur Bandar Abbas, sur l'île de Keshm, et évidemment sur Syrik. Le problème, c'est que pour identifier un objectif, il faut être sûr qu'il est là. Donc, même un satellite, il ne fait pas la différence entre un petit bateau de pêche qui fait 10 mètres et un bateau de la flotte moustique qui fait que 10 mètres, dans lequel ils ont bien sûr camouflé. On ne voit pas les mitrailleuses, on ne voit pas les missiles, on ne voit rien du tout. Donc il faut raser le port. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc là, il n'est pas impensable que dans l'objectif global qu'avait Brad Cooper, le patron de CENTCOM, dans l'attaque de 14 jours, j'imagine qu'ils avaient prévu en fait de raser littéralement Bandar Abbas, en tout cas la frange côtière, et dans tous les cas Syrik, qui est un port extrêmement bien placé pour mener des opérations que je qualifierais de guérilla navale, non conventionnelle. Vous voyez, une espèce de truc extrêmement bizarre, et pour l'armée américaine, c'est le drame total. C'est extrêmement difficile à contrôler. Merci beaucoup, colonel. Ce qu'on voit, Marc, c'est que les Iraniens, ils ont encore des atouts dans leur manche. Ils ont
sont des États, ils ont surtout un pouvoir de nuisance. C'est-à-dire, le problème du détroit, c'est qu'il suffit d'un rien pour faire peur aux armateurs, et donc pour le bloquer. C'est-à-dire, il suffit d'un drone qui tombe sur un bateau, il suffit effectivement de l'attaque d'une petite vedette moustique. Alors, oui, c'est pas grand-chose, parce que quand Trump dit leur marine est au fond de l'eau, c'est vrai. On voit aussi toutes les dysfonctions. Il y a quelques jours, quand les Américains ont lancé des drones navals dans le port de Bandar Abbas et qui ont fait exploser un bout du port avec un sous-marin, qui était un sous-marin de poche, ce que ça a montré, c'est que ce port, qui, comme l'expliquait très bien le colonel, est en première ligne, aurait dû être une défense extrêmement forte. Il n'y avait rien ni personne, les drones navals sont rentrés, ils ont pu aller jusqu'au fond de la rade et faire exploser le bateau. Donc ça montre quand même d'énormes dysfonctions, mais malgré tout, le simple fait qu'ils puissent faire ces actions ponctuelles suffit de fait à bloquer le détroit. Et c'est là-dessus que les Américains savent que même la prise de contrôle du détroit est quasi impossible, parce que vous n'arriverez que très très difficilement, voire impossible d'arrêter le fait que d'un type d'une partie des montagnes tire un drone ou un missile sur un bateau qui passe. Et il y a toujours, Hélène, encore la nuit dernière, explosion auprès d'un pétrolier, toujours de la tension dans ce détroit. Oui, c'est une manière de maintenir le rapport de force et d'affirmer du côté iranien que c'est eux qui contrôlent ce détroit, quoi qu'en dise Donald Trump. On parle de négociations pour trouver une voie. Bon, en attendant, voilà, c'est le bras de fer qui continue, et c'est pour ça qu'on a ces images avec cette propagande, ces messages radio qui parviennent. Ça permet d'entretenir tout ça. On ne reviendra jamais à la situation d'avant la guerre dans le détroit d'Ormuz. C'est impensable pour une seule chose, c'est qu'en fait l'ONU n'existe plus. Le droit international en fait régulait les passages dans Ormuz. C'est ce qu'on appelle le droit de la mer. Le droit de la mer, donc les détroits, théoriquement, c'est des passages libres dans lesquels les deux riverains, nord et sud, la Oman et l'Iran, ont une capacité ou ont le droit en fait de vérifier les bateaux dès lors que ces bateaux pourraient présenter un danger, que sais-je, etc. Autrement, c'est passage libre. Donc là, c'est fini. On voit bien que l'ONU n'existe pas, donc il n'y a pas d'élément de régulation. Le seul élément de régulation sont les États-Unis, la force, mais on voit bien que ça n'a pas fonctionné. Donc là, aujourd'hui, les Iraniens ont compris, Eureka, ils ont compris qu'ils avaient une carte maîtresse et ils vont la jouer jusqu'au bout. C'est une carte maîtresse. On voit bien d'ailleurs que Trump est extrêmement sensible. Dès qu'il parle d'Ormuz, les prix du baril diminue de $10, il menace, hop, ça repart de $10. C'est incroyable. Donc, il y a des variations absolument incroyables. Donc, ce qui fait qu'encore une fois, Ormuz, à mon avis, il ne reviendra jamais en arrière. D'autant que ce que je pense, c'est que Trump a déjà dit qu'il s'en désintéressait. Il a déjà dit plusieurs fois que ce n'était pas dans sa zone et que les Européens avaient intérêt à y aller. Donc, en fait, moi, je suis intimement convaincu qu'il est prêt à se débarrasser du problème. Gérer ça. Par contre, la question, c'est le nucléaire. Chaque fois qu'il lâche du lest sur Ormuz, on voit qu'il remet un peu la pression sur le nucléaire. Mais est-ce qu'il va pouvoir compenser le lâchage d'Ormuz avec une fin définitive des essais ou en tout cas de la montée en puissance dans le nucléaire? Grand mystère. Est-ce qu'il y a un moratoire ou pas? J'en sais rien du tout à l'heure où on parle. On voit bien qu'il essaye de faire ça. C'est pas gagné d'avance avec les Iraniens qui sont le sacré négociateur. Les Iraniens ont déjà dit ouvertement à des conseillers du guide que le détroit d'Ormuz est de fait plus efficace qu'une arme atomique. Alors d'abord parce que c'est réversible. On peut bloquer, débloquer, bloquer à moitié, etc. Et effectivement, derrière Ormuz, il y a cette question du nucléaire, des négociations sur le nucléaire. Et la vraie question pour le régime aujourd'hui est celle-là. Est-ce qu'il veut encore, est-ce qu'il peut encore arriver à se doter de l'arme nucléaire, ou du moins à devenir un pays du seuil, c'est-à-dire un pays qui peut basculer très vite vers l'arme nucléaire? Et là-dessus, les négociations seront compliquées. L'accord, le JCPOA, ça avait été des années de discussion. Là, ça va être beaucoup plus compliqué parce que plus personne n'a confiance en personne. Ensuite, il y a quand Donald Trump, il y a quelques jours, avait annoncé qu'il donnerait à l'Arabie Saoudite, comme elle le demandait depuis longtemps, les moyens de développer un programme nucléaire civil, mais sans les inspecteurs de l'AIEA. Donc implicitement, on voit très bien que ça pourrait être un programme nucléaire civil qui pourrait servir avec y compris l'enrichissement sur place. À la fois, il le fait pour ancrer encore un peu plus l'Arabie Saoudite du côté des États-Unis en leur donnant des garanties de sécurité que les Saoudiens disent qu'ils n'ont plus vraiment de la part des Américains. Mais en creux,
c'est cette idée que peut-être l'Iran deviendra inexorablement un pays du seuil et qu'il s'agit, face à ça, de le miser sur une logique de dissuasion où Israël a déjà l'arme nucléaire, même s'ils ne l'ont jamais reconnu officiellement, mais tout le monde le sait et eux ne le cachent pas, et de l'autre, l'Arabie Saoudite. Ouais. Donc avoir une espèce d'équilibre de la terreur dans le Golfe. Mais on est quand même rentré dans une logique où plus rien ne sera comme avant et où il y a eu véritablement, avec cette guerre qui a été militairement gagnée mais stratégiquement perdue par les Américains, un véritable basculement. Alors sur le nucléaire... La prolifération, voilà, ça, j'ai un petit mot que je voulais juste dire. Le mot prolifération, c'est extrêmement important parce qu'on ne pourra pas contrôler. Parce qu'après, il y a d'autres pays qui vont dire moi. On va vers un système qui va en fait proliférer par la force des choses. On écoute Donald Trump. Nous voulons simplement gagner et on s'en sort très bien. Nous essayons d'être aimables car ils sont décimés. Ils n'ont plus de marine, plus d'armée de l'air, plus de défense. Ils ne sont pas totalement démunis, leurs capacités sont très limitées. C'est simple. Ils ne peuvent pas avoir l'arme nucléaire et ils ne l'auront pas. S'ils l'avaient, le Moyen-Orient serait anéanti. Voilà, ils n'auront pas l'arme nucléaire. Et là, Trump, il change beaucoup d'avis. Il a des déclarations dans tous les sens. Mais en tout cas, là, c'est assez constant. Sur ce point-là, il dit toujours ça. Oui, c'est quelque chose qu'il répète beaucoup. Et puis, c'est cette menace nucléaire qui lui permet aussi de justifier le fait qu'il n'a pas complètement lâché ce dossier, parce que il faut aussi expliquer à l'opinion publique pourquoi une guerre qui devait être très courte finalement commence à durer dans le temps. Et puis on peut imaginer aussi que voilà, il peut pas dire publiquement finalement écoutez, on n'y est pas arrivé et on va laisser tomber, parce que derrière c'est lui qui a déchiré l'accord qui avait été conclu en 2015. Il avait beaucoup critiqué Obama en expliquant que c'était un mauvais accord que l'ancien président avait conclu. Donc là, s'il annonçait, il disait écoutez, le nucléaire finalement on va pas y arriver, c'est un discours qui peut pas se permettre de tenir. Et effectivement, après, derrière, pour obtenir un accord, il y a un moment, il va être obligé de céder sur certains points. Il n'arrive déjà pas à faire ouvrir le détroit d'Ormuz, donc convaincre les Iraniens de ne pas avoir la bombe nucléaire, ça paraît compliqué. Là, et c'est d'autant plus difficile qu'en ayant critiqué l'accord qui avait été passé à l'époque d'Obama avec les Européens, etc., en disant que c'était un mauvais accord, il est censé obtenir un accord encore meilleur. Ce qui, dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire un accord qui englobe aussi la question des missiles, la question des proxys, etc., ce qui, dans le contexte actuel, et des rapports de force, tient totalement de l'utopie. Ouais. Alors, qu'en dit-on en Iran? On va retrouver à Téhéran notre correspondant, le correspondant de France 24 et de RFI, Siavash Ghazi. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a été très clair. Il n'y a aucune négociation actuellement entre l'Iran et les États-Unis, contrairement aux déclarations du président Donald Trump qui a affirmé le contraire. Et il a simplement précisé que actuellement l'Iran menait des négociations avec Oman pour préciser le nouveau régime du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Ce sont les seules négociations actuellement en cours. Et il a ajouté également que tant que les États-Unis ne respecteront pas l'accord qui a été conclu à Islamabad, l'accord en 14 points, notamment la fin du blocus des ports iraniens, une liberté de circulation, rien n'est possible entre l'Iran et les États-Unis. Donc une position de fermeté, contrairement aux déclarations du président Trump. Donc l'Iran a adopté une position ferme, d'autant plus que durant la nuit dernière, il y a eu des contacts entre le ministre iranien des Affaires étrangères, ses homologues pakistanais, saoudiens et turcs, mais également avec le chef d'état-major de l'armée pakistanaise, pour répéter que si jamais les États-Unis lançaient des attaques contre l'Iran, eh bien l'Iran répliquera contre les intérêts américains, mais aussi israéliens, ainsi que les intérêts des pays de la région qui participeront à une attaque contre l'Iran. Donc pour Téhéran, pour l'instant, il n'y a aucune négociation avec les États-Unis.
Et le colonel Michel Goya nous a rejoint. Bonjour colonel, consultant militaire LCI. D'abord, quel regard vous portez sur la séquence, tout ce qu'on vient de vivre, Trump qui annonce des frappes massives, qui dit non, finalement, on m'a demandé de pas le faire, donc je le fais pas. Par contre, on reprend les discussions. L'Iran qui dit non, il n'y a pas de discussion avec les États-Unis. Écoutez, moi, ça me rappelle un film qui s'appelle Un jour sans fin, ouais. où vous avez un personnage qui recommence toute la journée, la même journée. Et là, ça fait quand même depuis 4 mois, depuis le cessez-le-feu du 8 avril, qu'on est sur la même boucle, ou que Donald Trump est sur la même boucle, qui est comme un hamster dans sa roue, et qui tous les jours dit c'est bon, le matin dit je vais tout casser, puis l'après-midi non mais finalement ça y est, je suis prêt à un accord, le lendemain non finalement je vais tout casser, et etc. Et donc, une quarantaine de fois où il l'a dit ouvertement. Oui, il a dit. Non, voilà, au passage, c'est assez inédit. Moi, ça fait des dizaines d'années que j'étudie des conflits, et c'est la première fois que je vois ça. Alors qu'il y ait des situations stratégiques un peu bloquées, où des gens sont un peu dans l'impasse, ça peut arriver. Mais que on ait un chef d'État qui tous les jours va commenter sa propre impuissance, c'est quand même assez extraordinaire. Donc là, on est toujours, au bout de 4 mois, on est toujours au même point. Avec un Donald Trump qui est placé face à, en réalité, plusieurs mauvaises solutions. Et voilà, il est coincé et il ne sait pas comment sortir de sa roue. Soit il lâche complètement et dit ok, les Iraniens. Est-ce que vous pensez, comme on l'a évoqué, soit il emploie la force, mais vraiment. Est-ce que vous pensez, comme on l'a évoqué, qu'il lâche sur Hormuz pour essayer d'obtenir sur le nucléaire? Il lui faut quelque chose. Si vous voulez, pour pouvoir se dégager et proclamer une victoire, il lui faut un trophée. Un trophée, oui, exactement. Je rappelle que au début de la guerre, il y avait objectif, ça pourrait être le changement de régime, mais c'était au moins la neutralisation de la menace militaire iranienne, la menace balistique, les drones, etc., la disparition éventuellement ou la neutralisation des proxys. Aucun de ces objectifs n'a été atteint. Et en plus, il y en a un quatrième qui est arrivé. Enfin, un quatrième problème qui est arrivé, c'est le détroit d'Ormuz qui était bloqué. Et donc on est au bout de 5 mois et il n'a rien obtenu. Il a rien, le bilan est nul. Donc il lui faut quelque chose. Alors peut-être que une promesse iranienne sur quelque chose sur le programme nucléaire, en disant voilà c'est bon, allez on arrête, ou on fait semblant d'arrêter, etc. Ça peut lui suffire pour se dire ok maintenant je me dégage et je passe à autre chose. Ou peut-être que il se dit à un moment donné il va dire ok je relance une grande campagne de frappe et puis je proclame que là j'ai vraiment tout cassé, que j'ai tout neutralisé, etc. Et puis je me retire, mais il lui faut quelque chose. C'est ça le problème, c'est qu'il est coincé et que les Iraniens ne veulent pas lui offrir même ce petit trophée qui lui permettrait cette porte de sortie qui lui permettrait d'essayer de se dégager avec un peu la tête haute. Et en attendant, la situation est toujours tendue sur le terrain. On va retrouver dans la région Margot Perry. Margot, quelles sont les dernières montées de tension recensées dans le détroit d'Ormuz derrière vous? Un nouvel incident ce matin signalé avec un pétrolier. Le capitaine affirme avoir entendu une explosion tout proche, et cela n'est pas un cas isolé. Ces derniers jours, d'autres incidents similaires ont été signalés par l'agence britannique de la sécurité maritime. Ils avaient tous un point commun, ces pétroliers. Ils empruntaient la voie omanaise, celle qui longe les côtes du côté d'Oman au niveau du détroit d'Ormuz, à l'opposé donc des voies iraniennes. Ces voies qui sont autorisées par les gardiens de la révolution pour des passages au compte-gouttes, puisque depuis début juillet et la reprise des hostilités, ils affirment toujours contrôler et verrouiller le passage dans le détroit d'Ormuz. On comprend donc avec ces incidents que le passage n'y est toujours pas libre. Mais à ce propos, le ministre iranien des Affaires étrangères affirme être en phase terminale de discussion avec Oman afin de parvenir à un accord commun pour une nouvelle voie de navigation qui serait ni celle du Nord, ni celle du Sud, mais bien une voie acceptable pour les deux parties. Merci beaucoup Margot Perry. Et face au bourbier iranien, l'armée américaine chercherait de nouveaux moyens pour faire pression sur l'Iran. C'est une information CNN, on en parle avec vous, Nivine Potros. L'armée américaine aurait lancé une sorte d'appel à idées, en fait. Racontez-nous. Exactement, un brainstorming géant, en bon français, un remue-ménage, dont le titre finalement pourrait être comment finir avec un régime autoritaire qui est en train de se doter de l'arme nucléaire. Alors dit comme ça peut paraître totalement surréaliste.
Et pourtant, c'est bel et bien vrai, puisque selon CNN, le CENTCOM a envoyé tout simplement un mail à des soldats, à des analystes militaires, avec ce message écrit noir sur blanc: nous recherchons des moyens novateurs et non conventionnels de faire pression sur l'Iran et de le sanctionner. Autrement dit, eh bien, si vous estimez que l'armée américaine est passée à côté de la bonne idée, eh bien, il est temps de vous manifester. On le sait, jusqu'à présent, les Américains, ils ont surtout visé les infrastructures militaires, les infrastructures nucléaires également. L'intervention terrestre qui avait été abordée pendant un temps n'est plus du tout à l'ordre du jour. Il faut donc trouver d'autres choses, et toutes les idées sont bonnes à prendre, puisque le CENTCOM va jusqu'à affirmer, analyser toutes les pistes crédibles qui lui seront proposées directement par les soldats américains par mail. C'est d'ailleurs l'amiral Brad Cooper, le chef du CENTCOM en personne, qui aurait suggéré d'interroger la base. Tous les militaires, peu importe leur rang, pourront donc participer à cette réflexion collective. Et le porte-parole du CENTCOM, il affirme même que c'est pas du tout la première fois. Le CENTCOM a une longue tradition d'innovation dans sa réflexion et dans son travail. Alors, c'est vrai que des consultations ont déjà été menées, mais de mémoire, par mail, envoyé à plusieurs soldats, envoyé à des analystes, c'est vraisemblablement la première fois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce brainstorming géant, il dit beaucoup de l'impasse dans laquelle se trouve actuellement l'armée américaine. Parce qu'aujourd'hui, Washington, est incapable à la fois de signer un accord crédible, incapable d'affaiblir militairement et durablement Téhéran, d'où cette boîte à idées qui a été suggérée, qui paraît quand même dérisoire vu l'immense montagne qui attend l'armée américaine, que tout simplement de mettre à mal le régime iranien. Colonel, imaginez, vous recevez un mail du CENTCOM avec cet appel à idées. Quelle idée vous soumettez à Trump ? J'en ai plein, mais non. Alors sur le processus lui-même, en fait, c'est quelque chose qui se fait dans les armées, alors qu'il n'est pas forcément diffusé. Au CENTCOM, vous avez un état-major, vous avez un bureau plutôt, qui est normalement chargé de ça. Vous avez le bureau, on appelle ça manœuvre future, qui doit réfléchir à planification, qui est normalement chargé de trouver des idées, ou le bureau opération. Mais vous avez aussi une fonction de retour d'expérience. Donc normalement, vous avez des gens qui auto-analysent l'opération, qui proposent des idées. Moi, je l'ai fait pendant des années, ce genre de choses. Ou alors, vous avez éventuellement, je l'ai fait aussi, un groupe spécial de réflexion. On dit, voilà, je l'ai fait à l'état-major des armées sur l'Afghanistan. On dit, écoutez, on réunit des gens, puis réfléchissez. Mais ça, on le dit pas ouvertement. Dire, voilà, on n'a pas d'idée, trouvez-en, ça fait mauvais genre quand même. Ça fait aussi très démocratique. Oui, mais pourquoi pas ? Non, mais encore une fois, c'est le signe d'une impasse. Sur le principe, pourquoi pas ? C'est même plutôt très bien. Mais ça se fait en interne, quoi. Je veux dire, on met pas urbi et orbi. On n'annonce pas qu'on est à court d'idées, quoi, et qu'on en cherche. Voilà. Maintenant, oui, il peut y avoir il faut trouver des solutions techniques, des solutions tactiques. Ce qui est certain, c'est que on se trouve quand même un peu à la fin d'un cycle militaire du côté américain. En 1991, les Américains avaient écrasé l'armée irakienne. C'était une démonstration de puissance qui avait impressionné le monde entier. Ils avaient chassé les Irakiens du Koweït, notamment. On est quoi, 35 ans plus tard, les Américains, ils sont impuissants devant les Iraniens, ils sont incapables de reprendre le contrôle des détroit d'Ormuz. Donc on est vraiment à la fin d'un cycle militaire, et il faut trouver autre chose. Parmi les options, il y avait une autre option avant-guerre qui consistait par exemple à essayer d'organiser, de susciter des mouvements de rébellion, de les armer, d'aider l'opposition de l'armée pour qu'elle renverse le régime. Ça, c'était une option, par exemple. Ensuite, là, vous avez toujours des options. Une option, par exemple, consisterait à essayer de neutraliser. Je termine là-dessus. C'est déjà trop long, mais neutraliser cette menace, toute cette force qui est autour du détroit d'Ormuz, ce maillage de points d'appui, de pions tactiques, des dessins, de vedettes, de batteries de tir antinavires, etc. C'est une multitude de petites cibles. Et ça pose problème parce que en face, vous avez un gros modèle
modèle de forces armées, une puissance qui est capable de faire 300, 400 frappes aériennes par jour avec des gros vecteurs, des gros avions, etc. Mais qui est pas apte à taper des multitudes de petites cibles. C'est trop compliqué, c'est trop coûteux pour eux, etc. Et donc, il faut chercher un moyen de faire de la chasse. Alors ça peut être avec des engins, les avions d'attaque, des hélicoptères, etc. Mais c'est encore peut-être pas suffisant et c'est vulnérable. Non, ce qu'il faudrait, par exemple, c'est si les Américains avaient une flotte de drones, justement, d'attaque, comme les Ukrainiens, ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine, dans la zone occupée de l'Ukraine, où ils envoient des drones de chasse sur quelques centaines de kilomètres qui vont traquer les camions, les choses, etc. Les Américains auraient eu un instrument de ce type, et ils enverraient des drones, des centaines de drones tout le long de la côte et qui traquent les vedettes, les trucs, les bateaux de pêche, qui cassent tout. Et puis peut-être au bout d'un moment, ils vont peut-être réussir à affaiblir les Iraniens. Voilà, donc il faut trouver des solutions. Et puis ensuite, il y a un énorme blocage, et c'est peut-être le problème majeur, c'est que les Américains ne veulent plus prendre de risques humains, j'entends. En tout cas, Donald Trump ne veut plus prendre de risques humains. Et ça, c'est une limitation énorme pour au-delà de tous les problèmes techniques que l'on a, c'est la faiblesse majeure en réalité des Américains. Si je termine vraiment là-dessus, si vraiment comme au moins en 90, en 1990-91, ils avaient dit ok, on va au carton et puis on va se battre et puis qu'ils décident ok, là on va au carton, on va dans le détroit, on envoie nos marines, nos parachutistes et on occupe l'île de l'Arak, l'île de Keshm, etc. On y va au carton vraiment. Bon, il y aura de la casse, bien sûr, il y aura des pertes, mais au moins on obtient un résultat stratégique et on montre qu'on n'a pas peur. Là, le fait qu'on n'ose pas, c'est aussi un terrible aveu d'impuissance de la part des Américains. Colonel Père de Jong, est-ce que finalement la difficulté iranienne, le bourbier iranien, la difficulté dans laquelle se trouvent les États-Unis va obliger l'armée américaine à innover, à faire preuve de plus de créativité? Ils disent chercher des moyens novateurs, des moyens nouveaux. Je l'ai très bien dit, c'est une fin de cycle. En fait, les superpuissances, elles peuvent être dotées de tous les matériels que vous voulez, avec des milliards de dollars, ça suffira jamais pour empêcher une armée non conventionnelle, une armée asymétrique, pour faire court, qui est plus vite que vous, d'agir. Donc tout le problème est là. Dès lors que vous n'avez pas sur le terrain, dès lors que vous limitez vous-même dans les opérations, par la force des choses, vous n'avez pas la solution. Évidemment, le truc de chercher des innovations, c'est un côté pathétique. Je veux dire, c'est comme si vous étiez dans un cross ou dans un footing, et puis vous réalisez à mi-parcours que vous n'êtes pas prêt, que vos godasses sont pas lacées, que sais-je. Donc ça fonctionne pas. Donc bilan, en fait, il y a un côté pathétique. Et moi, je trouve ça assez dramatique, cette armée qui est ultra sophistiquée, à un point qui est incroyable, qui est très mécanisée. Vous savez que l'armée américaine, sur les planificateurs, au millimètre, à la seconde, le nombre d'avions, le carburant, c'est des planificateurs, des logisticiens. Et là, obligé d'aller chercher des idées, la boîte à idées qu'on va mettre à l'entrée de Centcom. C'est une blague, quoi. Donc là, on a vraiment, c'est la fin du processus. J'ai plus d'idées, chef, donne-moi des idées. Et donc, c'est dramatique. Et ça, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, on voit qu'aujourd'hui, les rapports de force ont évalué, soyons plus sérieux, les rapports de force ont évolué, et les grandes puissances, comme j'imagine que la Chine qui regarde ça, elle va pas envahir Taïwan, hein. Quel est l'intérêt? Parce que ça fonctionnera pas. Ils auront le même problème. Donc les grandes armées conventionnelles, surarmées, surdotées, n'ont pas la capacité aujourd'hui de réduire une résistance telle que l'Iran. Les Russes n'arrivent pas à réduire les Ukrainiens. Et demain matin, bien évidemment, les Chinois ne pourront pas réduire les Taïwanais. Et d'autres. Et pourquoi? Parce que vous avez également un deuxième point très intéressant en termes de géopolitique. Vous avez l'apparition de puissances de deuxième catégorie. Justement, on parle d'Arabie Saoudite, on parle de l'Iran, on parle de la Turquie, on parle du Pakistan, qui apparaissent, qui n'ont pas du tout les mêmes préventions que les grands pays qui sont archi-contrôlés, etc., etc. Donc on est sur une transformation des rapports de force qui est extrêmement intéressante, avec une dilution des alliances qui en fait disparaissent par la force des choses. Marc, cet appel à idées des Américains, pour vous, il traduit quoi? Alors c'est vrai que ça peut avoir un côté pathétique, mais c'est aussi d'abord un grand signe de démocratie. C'est un peu le modèle ukrainien qu'on exporte. Oui. On voit que les Américains pensent avec les Ukrainiens essayer de combler leur retard immense en matière de drones et donc de développer avec les Ukrainiens une immense coopération en matière de drones. Et là aussi, c'est l'idée d'une armée beaucoup plus horizontale, d'une armée qui est plus ouverte, où l'on prend les idées, etc. Donc moi, sur le principe, ça ne me choque pas. Ensuite, c'est vrai qu'on est rentré dans une période où de guerre plus qu'asymétrique, dissymétrique, comme le disait, je ne me rappelle plus quel général d'ailleurs sur ce plateau, c'est-à-dire
ce sont des puissances de second, inférieures, quoi. Un peu moins puissantes, mais c'est pas non plus ce qui serait le cas classique de la guérilla asymétrique, c'est-à-dire face à une guérilla. Ce sont des pays qui sont structurés, qui ont des industries, qui ont une armée structurée et tout. Et là-dessus, effectivement, il y a cette montée en puissance de ces pays-là. Alors, un des exemples types, par exemple, c'est aussi la Turquie. C'est-à-dire, ce sont des pays qui, parce qu'ils étaient plus faibles, parce que ce sont des puissances de deuxième rang, ont développé l'innovation. Les Turcs avaient énormément développé les drones, et notamment au début de la guerre en Ukraine, c'est eux qui avaient permis, avec les drones Bayraktar, à Zelensky et aux autorités ukrainiennes de tenir. Donc il y a aussi cette réalité-là, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les grandes armées doivent se repenser. Ce qui étaient les outils de la puissance, type les porte-avions, aujourd'hui à l'heure des drones, en partie doivent être repensés. C'est valable aussi sur mer avec les drones navals. Et on voit, et je terminerai là-dessus, que les Américains le font. L'attaque avec les drones navals du port de Bandar Abbas était à cet égard un modèle. Oui, mais c'est des prototypes, quoi. C'est des prototypes, mais c'est un début. Très ponctuel. Alors, mais effectivement, la vraie question, c'est le refus de perte humaine. Et ça, c'est une question de leadership politique. Et qui effectivement bloque tout. On va écouter Donald Trump qui revient sur les raisons pour lesquelles il a abandonné son projet de frappe massive sur l'Iran. Nous avions prévu une attaque qui aurait été la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale et qui aurait eu des conséquences désastreuses pour eux. Or, ils ne voulaient pas que nous la menions. Voilà, Trump en revanche n'aurait pas consulté Benyamin Netanyahou. Bonjour Betsabé Salem, merci d'être avec nous, vous êtes à Tel Aviv. Comment le Premier ministre israélien réagit à l'abandon de ce projet de frappe massive sur l'Iran ? Ce qui est très révélateur, c'est que justement, Benyamin Netanyahou ne réagit pas, pas de déclaration officielle du bureau du Premier ministre. Et alors, comment c'est interprété ici ? Que sans doute, si Benyamin Netanyahou avait été satisfait de cette décision, de la stratégie de Donald Trump, il se serait empressé, bien sûr, de sortir un communiqué, non seulement de saluer cette décision, mais aussi de se targuer d'y avoir participé. Au contraire, là, il semble que le Premier ministre israélien ne soit pas convaincu de la stratégie, disons, du président des États-Unis, mais qu'il ne veuille pas non plus, bien sûr, le critiquer ouvertement. Netanyahou, qui donc marche vraiment sur des œufs à moins de 3 mois des élections ici, puisque non seulement il n'a pas résolu donc les menaces des programmes nucléaires et balistiques, mais en plus, on le voit bien, son influence sur Donald Trump diminue de jour en jour. Est-ce qu'Israël, malgré tout, a relevé le niveau d'alerte, Betsabé ? Oui, déjà samedi soir, la défense aérienne a relevé son niveau d'alerte. Alors, à quelques nuances près, vous savez, ça fait des mois que maintenant Tsahal est en alerte maximale. Tsahal qui se retrouve elle aussi suspendue à la décision de Donald Trump. Il y a quelques minutes à peine sur la télévision israélienne, il y a des journalistes qui ironisaient en disant qu'il y avait un nouvel état de vigilance au sein de l'armée israélienne. Ça s'appelait la vigilance Trump. Un état de vigilance d'ailleurs qui non seulement dure depuis des mois, mais qui selon l'establishment de la défense pourrait encore durer des mois si la situation traînait de cette façon et avec des conséquences qui peuvent être graves potentiellement parce que bien sûr ça a un impact sur les moyens humains, les moyens militaires, logistiques de l'armée, d'autant qu'elle est déjà mobilisée, cette armée israélienne, sur plusieurs fronts, à Gaza, au Liban, en Syrie ou encore en Cisjordanie. Merci beaucoup, Betsabé Salem, en direct de Tel Aviv. Hélène, on sait qu'avant de prendre sa décision de ne pas frapper massivement l'Iran, Trump a eu au téléphone le prince héritier d'Arabie Saoudite. Il dit les pays qui m'ont fait la demande de ne pas frapper, c'est l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar également. Pourquoi a-t-il l'oreille de ces pays-là ? Parce que ce sont des partenaires économiques déjà, dans un premier temps. On se souvient que quand Donald Trump fait, c'est dans son premier déplacement, je crois, il va justement au Moyen-Orient, il rencontre, il va en Arabie Saoudite, il va au Qatar, et je me souviens, on avait ces images de Donald Trump qui signait des contrats avec des chiffres mirobolants et qui expliquait que tous ces investissements allaient venir aux États-Unis et servir aux États-Unis. Donc il y a un partenariat fort. Et puis après, il a conscience de la situation, c'est-à-dire que ses partenaires lui disent attention, si vous choisissez l'escalade, les premiers qui vont être ciblés, c'est nous, les pays voisins de l'Iran, et les conséquences, elles peuvent être dramatiques.
pas simplement pour la sécurité et l'économie de ces pays-là, mais pour l'économie mondiale. D'ailleurs, Donald Trump, quand il avait conclu le mémorandum, je crois qu'il avait eu un moment à propos en expliquant que s'il avait continué ces opérations, eh bien, on risquait une catastrophe économique mondiale. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là en tête, et évidemment, il écoute ces pays du Moyen-Orient qui, à un moment, lui disent mais vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Colonel. Et un point très important que l'Arabie Saoudite, en fait, c'est du point de vue économique. L'argument ultime de l'Arabie Saoudite, au-delà du fait qu'il réclame une espèce de parité par rapport à, une espèce de domination de la péninsule arabique, le problème, c'est qu'en fait, vous savez que le pétrole est vendu en dollars. Donc, il a menacé directement les États-Unis de changer le modèle. Parce que le problème est le suivant. Si les Américains tiraient sur l'Iran aurait répliqué sur l'Arabie Saoudite ou d'autres. L'Arabie Saoudite ne voulait pas ça. Donc, ils ont dit, si vous le faites, si on est attaqué, à ce moment-là, on modifiera notre système. On va sortir du système américain qu'ils ont accepté il y a une trentaine d'années. Donc aujourd'hui, ils vendent leur pétrole en dollars. Ils peuvent le vendre en n'importe quoi d'autre, en euros, en yens, que sais-je, etc. Premier point. Puis le deuxième point, c'est les bons du Trésor. C'est un point extrêmement important. Donc aujourd'hui, l'Arabie Saoudite dit, si vraiment je sors du système, parce que je suis suffisamment riche pour me désolidariser du système américain, qui me protégeait, parce que c'est ça la condition. Je fais ça, mais je suis protégé par les États-Unis. Dès lors que je suis pas protégé, ça sert à rien. Donc je sors du système. Donc là, sur les bons du Trésor, donc là, c'était l'effarement. Et je pense que c'est ça l'arme nucléaire aujourd'hui de l'Arabie Saoudite. Autant les Iraniens, c'est Hormuz, autant l'Arabie Saoudite, c'est pas seulement le poids qu'ils ont, c'est le fait qu'ils peuvent jouer sur le dollar par le truchement, 1, de la vente de pétrole, et 2, par les bons du Trésor. Je voulais vous soumettre ce que dit Daniel Shapiro, donc co-responsable du Pentagone sous l'administration Biden, et puis ancien ambassadeur des États-Unis en Israël sous la présidente de Barack Obama. Il dit: les gesticulations de Trump portent un coup terrible à la dissuasion américaine. Personne ne croit un mot de ce qu'il dit, ni nos alliés, ni nos adversaires iraniens. À force d'avoir ces déclarations qui vont dans tous les sens, que reste-t-il de la crédibilité de Trump ? C'est ça le problème principal. C'est que la crédibilité de la dissuasion est entamée. La crédibilité des engagements de Trump vis-à-vis de ses alliés est entamée. On l'a vu d'ailleurs très clairement en Europe, avec son espèce de chantage permanent. Les pays qui ne payent pas, nous on les défend pas, on dirait même aux attaquer. Il y a ça. Et surtout le corollaire, c'est qu'à un moment ou un autre, s'il ne veut pas sombrer dans le ridicule le plus total, on est quand même effectivement déjà une quarantaine de fois où il annonce l'apocalypse sur l'Iran pour faire ensuite marche arrière, à un moment ou un autre, il risque de devoir faire quelque chose. Parce que sinon, effectivement, regardez le plus éloquent et le cours du pétrole. C'est-à-dire, quand il fait ses annonces de destruction de l'Iran et ses menaces, le pétrole prend quelques dollars et il retombe juste après. Personne ne pense aujourd'hui qu'il passera à l'acte, et donc, à un moment, il sera peut-être contraint, s'il veut de rétablir la crédibilité de la dissuasion américaine, de faire quelque chose. Et c'est peut-être extrêmement redoutable pour tout le monde, parce qu'effectivement, s'il y a une escalade à ce niveau-là, cette escalade, elle visera les pays du Golfe, et on rentre dans un cycle absolument incontrôlé, avec une double escalade, à la fois verticale, au niveau de l'ampleur des cibles choisies. C'était le plan de l'amiral Brad Cooper, du CENTCOM, c'est-à-dire les structures énergétiques, électriques, mais aussi le pétrole, etc., et horizontale, en touchant absolument toute la zone, impliquant évidemment la Jordanie, mais aussi très probablement Israël. Ouais. Colonel, votre regard de militaire sur cette crédibilité de Trump qui se disloque, qui est... Oui, non, mais bien sûr. Vous savez, la dissuasion, il faut des moyens et il faut une crédibilité. Et une volonté. Et voilà, il faut leur montrer qu'on est prêt à les utiliser, y compris les moyens nucléaires. Les Américains ont encore des moyens quand même, mais visiblement, la volonté, elle est quand même assez floue, quoi. Je serais sud-coréen, par exemple, ou taïwanais, je me dis, si je suis vraiment menacé, est-ce que les Américains est-ce que Donald Trump va venir vraiment nous aider ? Et on n'en sait rien, en fait. Si, par exemple, ou autre scénario, si la Russie emploie l'arme nucléaire en Europe, y compris contre un pays de l'OTAN, est-ce que Donald Trump va oser utiliser les armes nucléaires qui sont en Europe pour frapper, pour faire quelque chose ? Pas sûr du tout. Donc la dissuasion, elle est très, très amoindrie. Maintenant, effectivement, le scénario auquel on peut
penser éventuellement, c'est un scénario à la Nixon, quoi. C'est-à-dire qu'en 1972, par exemple, où, vous savez, au Vietnam, il y a eu 2 stratégies de frappe aérienne. Il y a la stratégie Rolling Thunder, c'était le président Johnson, dit voilà, on va doser les frappes, on va faire de la pression sur le Nord-Vietnam, on va lancer des frappes régulières pour doser, voilà, petit à petit, et puis s'ils n'acceptent pas, on augmente un peu les doses, etc., etc. C'est la stratégie actuelle de la pression. Actuellement, vous avez depuis 5 mois, j'ai calculé, il y a à peu près une dizaine de frappes par jour. En moyenne sur l'Iran, de frappe américaine. Bon, et puis ça, en fait, à l'époque, ça n'a pas marché du tout. Le Hanoï, le gouvernement n'avait pas du tout cédé, quoi que ce soit. Et là, de la même façon que c'est trop peu, cette pression est trop faible. Au mois de mars, c'était 600 frappes par jour. Là, 10 frappes par jour, c'est pas ça qui va faire craquer quoi que ce soit. Et donc, il y a une autre option, c'était celle qu'a utilisée Nixon en 1972, et dit ok, frappe massive, c'est l'opération Linebacker 2. Et là, j'envoie 250 B-52 pendant tous les jours, une semaine, qui vont bombarder, qui vont balancer 20 000 tonnes de bombes sur le Nord-Vietnam. Et hop, comme par hasard, quelques jours plus tard, le Nord-Vietnam dit ok, allez, on revient à la table des négociations, on négocie, il y a un traité de paix. Dans les faits, Nixon avait négocié en sous-main avec le gouvernement du Sud-Vietnam pour qu'il abandonne toute revendication et c'est ça qui est véritablement satisfait les Nord-Vietnamiens. Mais en affichage, il a dit regardez, c'est ma volonté, ma force j'ai obligé les Nord-Vietnamiens à aller accepter un cessez-le-feu. Donc il y a cette tentation de faire un grand coup, un grand feu d'artifice et de dire ok, ben voilà, maintenant ça y est, j'ai mis le paquet. Regardez, je suis un fou, je peux y aller. C'était la doctrine du fou de Nixon. Ouais, c'était à ce moment-là que Kissinger a fait pression sur les Vietnamiens en disant regardez, vous savez, il est fou, il est dangereux, il peut aller encore plus loin, etc., etc. Donc il y a cette tentation. Maintenant, le problème, c'est que ça vient, encore une fois, ça vient après 4 mois de tergiversation, etc. Alors c'est peut-être une option à laquelle on pense, mais encore une fois, le cadre militaire tel que tu l'évoques, entièrement d'accord avec toi. Au Vietnam, le problème, c'est qu'il y avait un cadre politique qui était bordé. Pourquoi ? Parce que Kissinger avait été voir Mao Tse-tung en 71 et donc en 71-72. Donc en fait c'était le moment où c'était la fin de la guerre du Vietnam, puisqu'en fait les Nord-Vietnamiens ont réalisé que l'appui chinois est en train de disparaître. Donc là ils avaient besoin de ça. Et c'est que les Américains ont mixé la force aérienne avec la force politique. Et Nixon c'était un autre penseur que Trump. Et d'ailleurs un autre point. Mais juste un point. Le Nord-Vietnam n'avait pas de capacité de frappe sur les voisins. Non, bien sûr. Il n'avait pas de capacité de riposte. Alors que là, s'il y a effectivement une opération Linebacker, si on met le paquet, les Iraniens vont arroser toute la région et ça va faire des dégâts considérables qu'on ne sait pas très bien comment les arrêter. Quoi. Colonel. Mais la baisse de Trump, juste pour terminer là-dessus, qui est un point très important, la baisse de crédibilité. J'ai noté le mot dislocation de Trump. Je l'ai noté parce que c'est vrai que c'est exactement ça. Le problème, on l'a bien vu au dernier sommet de l'OTAN à Ankara, où en fait les États européens, les 32, les 31 plus 1, les 31, ils comprenaient pas ce qui se passait. Et puis Trump est passé, tout avait été réglé avant. Donc le problème aujourd'hui, l'insécurité, l'incertitude de ce que fait Trump par rapport aux alliés est déterminante. Et pour nous, Européens, c'est fondamental, parce qu'on a un ennemi potentiel. En tout cas, on a une crise en Ukraine, une guerre en Ukraine qui est proche de nous. Donc tout ça, ça fait que cette incertitude ou cette dislocation de Trump agit bien évidemment sur l'Iran, mais également sur l'Europe par la force des choses. Et on vient d'apprendre, Hélène, que Donald Trump a fait un nouveau tweet, un nouveau message sur son réseau. On vient de parler de sa crédibilité. Donc, il dit voilà, l'Iran a le choix entre un accord ou une capitulation totale. Donc voilà. Oui. Bon, au moment où on parle de sa crédibilité, qu'est-ce qu'on en pense, Marc ? Voilà, on a ri sur ce plateau. Je pense qu'on n'est pas les seuls à rire de ce nouveau message. Ouais. D'ailleurs, il répète, et cette fois en lettres capitales, l'Iran n'aura jamais d'armes nucléaires. Encore une fois, cette constante qui revient dans ces mots. Et cette fois-ci, c'est ces mots-là qui sont en capitale. Oui, mais ça reste pour lui le seul trophée concret qu'il pourrait obtenir en matière de nucléaire. C'est d'une manière ou d'une autre les 450 kilos d'uranium hautement enrichi à 60%. Tout en sachant que ce qui avait été discuté lors du ébauché dans les discussions, c'était l'idée qu'il serait dilué sur place, ce qui donc ne résout rien, parce qu'une fois que vous avez dilué votre uranium à 60%, s'il reste sur place, vous pouvez le reconcentrer assez facilement. Donc on est dans une situation, on en parlait tout à l'heure, où il lui faut obtenir un accord au moins en apparence plus fort que celui qu'il avait déchiré, qui avait été le JCPOA de 2015. Et on ne voit pas
comment aujourd'hui ça serait possible, d'autant que les Iraniens ont encore rappelé, pour eux, ils veulent leur droit à l'enrichissement, alors même à taux contrôlé, tout ce qu'on veut, etc. Et il est hors de. Et la thèse des États-Unis comme d'Israël, c'est de dire non, il n'y aura pas d'enrichissement iranien. Le traité de 2015 laissait ce droit à l'enrichissement sous contrôle jusqu'à un taux de 3,5%. Donald Trump, qui dans son tweet affirme aussi que, contrairement à ce que dit l'Iran, ce sont les États-Unis qui contrôlent le détroit d'Ormuz, contrôlé par la marine américaine. Notre blocus est le mur d'acier des États-Unis. Voilà, un colonel. C'est un fait. En fait, il y a un contre-blocus, mais le problème, c'est que jusqu'à quand ça va durer comme ça? Il faut que les Iraniens lèvent le camp, et comme ils le font pas, il n'y a pas de solution. Ils vont pas laisser leur marine américaine pendant 20 ans dans le détroit d'Ormuz. Donc encore une fois, bien sûr qu'il y a un contre-blocus. S'il avait fait au départ, vous savez, quand il a commencé sa guerre il y a 5 mois, s'il avait bombardé tout en maintenant un blocus, tout le temps, et en restant ferme, pourquoi pas? Mais alors on parle, un coup, c'est le zig et le zag, vous savez, un coup dans le zig, un coup dans le zag. Donc moi, je pense à Brad Cooper tous les matins. Je me dis, quand le gars se lève, il doit voir le tweet en même temps que nous. Il dit, qu'est-ce qu'il a encore inventé? Je suis sûr qu'il pense comme ça. Colonel, accord ou capitulation totale? Ça veut dire quoi, capitulation totale de la part de l'Iran? C'est Trump qui dit ça. Oui, tout à fait. On ne sait pas trop. Vous y croyez beaucoup? Oui, non, mais capitulation. Dans l'immédiat, le cœur du problème actuellement, c'est bien évidemment les détroit d'Ormuz. Donc capitulation, ça veut dire dans son esprit, c'est on revient au statu quo, entrer à la situation précédente, liberté de navigation totale, etc., etc. Et puis on revient dans le cycle de négociation avec l'objectif nucléaire, etc. Mais encore une fois, c'est aussi si au moins, alors je n'étais pas trop d'accord avec cette stratégie, mais enfin si Trump n'avait pas arrêté au moins la campagne de frappe qui avait été lancée le 28 février, si au moins on avait obtenu un objectif au moins de destruction, neutralisation de la capacité de tir de missiles iraniens, on serait quand même moins embêté actuellement, quoi. Il aurait quand même un peu plus de poids. Je note au passage aussi, c'est que ça fait 4 mois, mais que depuis 4 mois, les Américains n'ont pas envoyé un soldat de plus, enfin quasiment pas. Le dispositif est toujours le même, ça aussi, c'est-à-dire que, je sais pas, ça coûtait pas grand-chose de dire on envoie des troupes, on envoie sur place, ne serait-ce que pour peser un petit peu sur les événements, sur la négociation, et on dit voilà, regardez, on augmente nos options, nos moyens, notre capacité de frappe, elle était de 300, 400 par jour pour les Américains, 600 et quelques avec les Israéliens, là on peut passer à 800, 1000 frappes par jour, donc là c'est autre chose. Non, rien du tout, ils ont rien changé dans le dispositif, ce qui me paraît complètement fait partie des nombreuses surprises, mauvaises surprises quand même. Ils ont quand même fait venir beaucoup d'avions ravitailleurs ces derniers jours. Pour crédibiliser la mise. Planifié. Voilà. Oui, non, bien sûr. C'était prêt. Planifier une séquence de frappe. Allez, je voudrais qu'on parle maintenant de Cuba, l'administration américaine qui semble se recentrer un peu sur Cuba. Est-ce pour mieux faire oublier Ormuz? On va en parler. On va commencer, colonel, par ces images qu'on va regarder ensemble. C'est une séquence, je crois, des images que diffuse la télévision cubaine, images d'exercices militaires. On va les commenter. Bon, déjà pas d'armement ultra lourd, colonel. C'est une petite armée, en gros 50 000 hommes, et surtout c'est une armée qui a une capacité, de monter en puissance avec des hommes. Globalement, ils ont une masse possible de 1 million d'hommes potentiellement. Mais c'est une force, je dirais, c'est une force régionale, locale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas sophistiqué. Tout ce qu'ils ont comme matériel vient des Russes et date littéralement de Mathusalem. C'est des vieux coucous, des T-62, etc. Donc c'est des vieux engins. Par contre, le problème, c'est que Cuba est une île. Donc une île, c'est toujours compliqué parce que vous voyez, c'est facile à tenir, on sait où on va, etc. Rappelez-vous les Japonais pendant la guerre dans le Pacifique, les îles étaient plutôt bien tenues. Et puis le deuxième point, encore une fois, c'est une population qui est peut-être entraînée à bloquer une avancée potentielle des Américains, une invasion. Et puis le troisième point qui est compliqué pour les Américains ou qui va les aider peut-être, c'est qu'il y a une enclave américaine dans le sud, à Guantanamo, qui permettrait éventuellement à partir de là d'essayer d'envahir Cuba. Moi je connais Cuba, j'y suis allé 2 fois, à l'occasion de mes déplacements, etc. C'est une île compliquée, c'est une énorme forêt, quoi. Il y a des petits coins par-ci par-là, mais c'est une énorme forêt. Vous ne contrôlez pas une forêt. Donc voilà, à mon avis, je pense que les Américains
Américains ont peut-être intérêt à faire attention, malgré, la vétusté de l'armement de l'armée cubaine. Alors, je salue Pascal Drouot qui est avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes expert en géopolitique, chercheur associé auprès de l'Institut Choiseul et président de l'association France-Amérique latine. Ces images qu'on voit d'exercices militaires à Cuba, est-ce qu'elles sont destinées à Trump, aux Américains ? Évidemment, mais elles ont une charge extrêmement politique. Parce que, pour compléter ce que dit le colonel Dejean, certes, il y a une réalité, on le voit avec un dispositif militaire, mais surtout, le message qui est renvoyé, il est éminemment politique. Il s'agit de dire, attention, en intervenant à Cuba, vous allez provoquer un soulèvement de nos forces armées. Donc c'est essayer de retenir l'idée d'une intervention américaine à Cuba. Le message est politique. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, actuellement, dans l'hémisphère occidental, sur le continent latino-américain et Caraïbes, a développé l'idée qu'il est en train d'affronter la troïka des dictatures. C'est le terme de Washington, à savoir Cuba, le Nicaragua, le Venezuela, qui est désormais, on va dire, sous contrôle depuis l'intervention de Nicolás Maduro. Donc on voit bien en fait que ces images, elles s'inscrivent en effet dans une réaction qui est une réaction à une stratégie globale développée par les États-Unis vers l'Amérique latine et les Caraïbes. Marc Semo. Oui, la stratégie militaire pour renverser le régime à Cuba ne semble pour le moment pas être la privilégiée. C'est-à-dire, ce qu'on a aujourd'hui à Cuba, c'est un peu la méthode Marco Rubio dans ce qu'elle a de très habile. C'est-à-dire, c'est une stratégie de pression maximum. La boutade qui court aujourd'hui dans les rues de la Havane, c'est de dire on a 25 heures par jour de coupure d'électricité. C'est-à-dire c'est aller quasiment tout le temps coupé. Elle a été coupée dans la nuit de samedi à dimanche pour la 6e fois depuis le début de l'année. On en a 3 fois en juillet. Il y a toute l'économie qui est de plus en plus asphyxiée, une pression américaine extrêmement forte et par ailleurs des discussions. C'est-à-dire, il y a quelques mois, en février, je crois, en janvier, il y a le patron de la CIA, John Ratcliffe, qui s'est posé avec un avion militaire américain à Cuba pour discuter avec les dirigeants cubains d'un certain nombre de coopérations en matière de lutte contre le terrorisme et le narcotrafic. Donc, il y a une ébauche où ils sont en train de chercher une solution interne, de faire imploser le régime comme ils l'ont fait au Nicaragua. Pour faire simple, ils cherchent leur Dulce Rodriguez, qui était la vice-présidente de Maduro, qui maintenant est à la tête du pays et applique la ligne décidée par Washington. Alors il y a plusieurs candidats. Et en même temps, ce qui est très significatif, c'est qu'ils ont lancé un mandat d'arrêt contre Raúl Castro, qui a 95 ans, qui n'est plus le président en charge, c'est Díaz-Canel, mais bon, ça reste l'homme fort du régime, ça reste celui qui est là avec le pouvoir de l'armée, de son fonds, son holding qui tient à 60% ou 40% de l'économie, mais c'est cette pression pour le faire imploser de l'intérieur, imposer des réformes. Ça a déjà commencé, il y a eu un certain nombre de réformes économiques qui ont été prêtes, et donc c'est plutôt sur cette ligne-là que se situent les États-Unis, mais effectivement, comme vous le disiez très bien, de l'intervenant, c'est une politique de, effectivement, la troïka des dictatures. Venezuela, c'est fait. Maintenant, Cuba, avec toute sa charge symbolique, et effectivement, après, il y aura le Nicaragua. Et on va écouter les mots de Trump, les menaces de Trump ces derniers mois. Et Cuba, c'est le prochain, en fait. Mais faites comme si je n'avais rien dit, s'il vous plaît. Faites comme si je n'avais rien dit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les médias. Veuillez ignorer cette déclaration. Merci beaucoup. Cuba est le prochain. Cuba a des problèmes. On va d'abord en régler un. J'aime bien mener les choses à bien. Au retour d'Iran, on aura l'un de nos plus gros porte-avions. Peut-être le porte-avions USS Abraham Lincoln. Le plus grand du monde. On va le faire venir. Il s'arrêtera près des côtes et ils diront « Merci beaucoup, on abandonne ». Voilà, on va faire venir le porte-avions. Pascal Drouot, en réalité, que veut Trump, que veut-il obtenir ? Clairement, un changement de régime à Cuba. Simplement, le régime cubain, il est établi depuis 1959. Il n'y a pas d'alternative et le seul changement ne peut venir comme le modèle vénézuélien,
que de l'intérieur. Donc il veut de toute façon que cesse le régime tel qu'il était inscrit depuis des décennies aux portes des États-Unis, que ce soit un schéma alternatif à 300 km de Miami, 150 de Key West. Mais d'une manière générale, quand il parle du porte-avions, là on est vraiment dans la méthode trumpienne. Trump dit ce qu'il va faire. Mais quand il parle du porte-avions, en fait, il faut se rappeler que depuis plus d'1 an, toute la région des Caraïbes et donc au large de Cuba, il y a une opération militaire qui se déroule, qui est conduite par les États-Unis, Southern Spare, Lance du Sud, qui a notamment conduit à la capture de Nicolás Maduro au tout début de l'année, dans la nuit du 2 au 3 janvier, avec le déploiement d'une armada sous couvert d'une attaque massive contre les routes de la drogue. Mais évidemment, la charge politique est là. Cuba, c'est un objectif symbolique, politique extrêmement fort pour les États-Unis, mais vice-versa. Il n'y a pas meilleur connaisseur de l'administration américaine que les Cubains, mais l'inverse se vérifie également. Donc Donald Trump, il est tenu par son agenda électoral, il doit taper fort, et Cuba, c'est évidemment une opportunité qui s'inscrit, comme je le disais, dans cette stratégie globale où il s'agit, alors même qu'il y a une vague à la suite des élections, et on verra ce qui va se passer au Brésil en octobre, d'arrivée d'une nouvelle droite en Amérique latine au pouvoir, renforçant d'autant le bouclier des Amériques, à savoir cette alliance nouvelle conduite par Washington avec ses alliés privilégiés latino-américains, alors même, donc, pour Cuba, il y a cette stratégie globale américaine avec des alliés hostiles, évidemment, à la Havane et à la représentation, à la symbolique qu'est Cuba au niveau international. Et on va écouter les mots du président cubain qui dit « Nous ne resterons pas les bras croisés ». Écoutez. La révolution est menacée militairement par le régime fasciste américain qui, comme nous l'avons signalé et continuons de l'affirmer, n'entraînerait que des conséquences terribles et imprévisibles pour la paix, ainsi qu'une perte inutile de vie humaine, tant cubaine qu'américaine. Ce que nous ne souhaitons en aucun cas. Rien, absolument rien, ne justifie ni l'agression ni les menaces. Les plans contre Cuba reposent sur des prémices erronées et sont alimentés par les mensonges et les manipulations les plus grossiers. Face à ce scénario possible, nous ne resterons pas les bras croisés. Nous ne voulons pas d'une guerre avec les États-Unis. Nous sommes un peuple pacifique. Le gouvernement américain est pleinement conscient de la volonté de Cuba de résoudre les différends bilatéraux par le dialogue et de parvenir à une solution. Hélène, est-ce qu'il faut remettre aussi la gestion de ce dossier cubain dans l'agenda électoral de Trump avec les élections de mi-mandat qui arrivent? C'est sûr que s'il arrivait à faire tomber le régime avant les élections, effectivement, il y a une telle charge symbolique que ce serait à tout de suite crédité positif. En fait, ce serait très bien pour lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il laisse planer cette possibilité, qu'il dit on va s'en occuper. D'ailleurs, on voit bien dans le ton qu'il utilise, il en plaisante, etc. Il s'adresse à son électorat aussi, quand il est à l'opinion publique américaine, quand il tient ce type de propos, il sait que ça fait rire, il sait que ça serait très bien, très apprécié. Donc oui, ça fait partie de cet agenda politique. Et puis sur ce qu'on entend, il faut quand même préciser le discours de Díaz-Canel. Voilà, en fait, c'est un homme qui est parfaitement détesté de la population. Moi, j'étais là-bas en 2025. Le nom de Castro signifie encore quelque chose. Il y a un lien entre le peuple et ce qu'a pu être l'histoire cubaine. Mais cet homme-là ne pèse pas grand-chose dans le cœur des Cubains. Hein. Je veux dire, donc eux, ils sont dans la difficulté. Je vois mal les Cubains, vu l'état actuel de la société, se lever pour résister à quoi que ce soit. En fait, ces gens-là veulent juste que les choses changent et les choses changent en mieux. Et on va écouter Marco Rubio qui affirme que le régime cubain multiplie les opérations d'influence sur le territoire américain pour soutenir la gauche américaine. L'Américain moyen voit Cuba comme un petit pays situé à 145 km de nos côtes avec une population de 9,5 millions d'habitants. Ce que les gens oublient, c'est qu'en matière d'espionnage et d'opérations d'influence, ce pays est en réalité une superpuissance dans ces domaines. Si l'on examine l'histoire de l'espionnage aux États-Unis, Cuba est le seul pays à avoir systématiquement infiltré et implanté des espions au sein de notre système. Marc.
Non, ce qu'il disait sur Marco Rubio sur l'espionnage cubain est vrai en partie. Il y a eu quelques grandes opérations cubaines, mais bon, la stratégie de Rubio, elle est ça, de continuer cette pression. Hein. On parlait aussi cet embargo pétrolier total. En tout et pour tout, depuis le début de l'année, un seul pétrolier russe avec 100 000 tonnes a pu venir ravitailler Cuba. Pour le reste, il y a plus de pétrole, plus rien. Donc c'est vraiment une stratégie d'étranglement, parce que effectivement l'idéal serait d'arriver à une implosion du régime avant les élections de mi-mandat, ce qui au niveau de l'électorat républicain aurait un effet quand même assez enthousiasmant. Pascal Drouet, est-ce que vous avez le sentiment que parfois Trump utilise ses déclarations sur Cuba ou d'autres situations, mais pour balayer finalement le bourbier iranien dans lequel il se trouve? Mais il est certain que tout est lié. Donc évidemment, Cuba peut être le prétexte pour montrer la force à la veille des élections et la force des États-Unis. Alors évidemment que sur le plan militaire, il n'y a aucune comparaison, donc aucun sujet. Mais la force de Cuba, c'est la symbolique politique. Ces derniers jours, il y a à peine 2 jours, Gustavo Petro, le président colombien qui termine son mandat le 7 août prochain, donc ce week-end, en faveur de Abelardo de la Espriella, d'ailleurs un des candidats de la nouvelle droite qui vient d'arriver au pouvoir à Bogota. Gustavo Petro était à La Havane, parce que La Havane, c'est en effet un projet politique. C'est une vision du monde alternative, et c'est vrai que La Havane, vis-à-vis de Washington, a joué aussi avec le feu. Les relations ont été privilégiées et le sont avec notamment l'Iran, avec bien évidemment la Chine, et Marc Semo a parfaitement raison de rappeler la force d'une réalité sécuritaire et d'espionnage avec les Cubains. La Chine, la Russie ont des bases à Cuba, évidemment, aux portes notamment du commandement central des forces américaines en Floride et du commandement vers l'Amérique latine, qui est lui-même basé en Floride. Donc il y a quand même cette réalité souterraine, cachée, mais qui pèse dans ce rapport de force politique. Et aujourd'hui, Donald Trump, mais avec lui Marco Rubio, qui est celui qui a un œil tous les jours sur l'Amérique latine, ont décidé en effet d'accélérer cette transition, si tant est que le mot ait du sens. Hélène Bonnet a parfaitement raison aussi de dire qu'en fait, Miguel Diaz n'est pas aimé, mais c'est le régime qui est détesté avec Miguel Diaz, Canel. La population, aujourd'hui, on est dans une économie de troc. Il n'y a plus de tourisme. 73% des chaînes d'hôtels ont abandonné l'île ces derniers jours. Les grandes chaînes espagnoles, Meliá, Barceló, notamment, ont quitté l'île. Donc il y a de moins en moins de ressources, sauf pour, et Marc Semo l'a rappelé tout à l'heure, parce que c'est très important, le conglomérat économique détenu par le régime, Gaesa, c'est les 2/3 de l'économie cubaine, c'est la réalité de l'économie cubaine qui, elle, ne pourra pas appliquer les mesures qui ont été annoncées ces derniers jours visant à une forme de libéralisation d'une économie qui, aujourd'hui, hélas, est une économie du troc à l'intérieur des frontières cubaines. Merci beaucoup Pascal Drouet d'avoir été en direct avec nous. Merci à tous les